On va commencer, on n'a pas assez de temps. Donc, bonjour tout le monde et les présents présentiels et à distance. Donc, nous allons entamer l'enseignement formel concernant les hypercalcémies. Nous allons partir donc pour les objectifs. Nous allons essayer de voir les mécanismes physiopathologiques, les conséquences, les éléments cliniques du diagnostic positif et du diagnostic étiologique, ainsi que le traitement d'une hypercalcémie. Donc, nous allons surtout se baser à partir d'un cas clinique et à chaque partie, nous conclurons par une partie théorique, un rappel théorique. Donc, je vais partir du cas clinique. Essayez de prendre note pour répondre rapidement. Monsieur Ali, 67 ans, qui a été ramené aux urgences pour des vomissements qui évoluaient depuis une semaine, devenant incoercibles. Pour antécédent, il a une HTA depuis 5 ans, sous Lopril, 3 comprimés par jour. Je connais Lopril. حب نسمعكم ياسمين واللي en ligne. حب نسمعكم بربي. Le Lopril, c'est un antihypertenseur de type IEC. La salle, donc c'est un IEC, c'est un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Il a aussi une dyslipidémie depuis 2 ans sous atorvastatine. C'est quoi? C'est une statine. C'est un hypocholestérolémiant. Il a eu une cholécystectomie il y a 4 ans. Il est tabagique à 60 paquets l'année. Il n'y a pas de consommation d'alcool. Pour sa profession, il est retraité, ancien professeur d'histoire géo dans un lycée et il est actif. Je passe. Allez. Léléhan, je partage. Choufou, Yasmina. مادام احنا قاعدين نشوفوا توا في الديابو الاولى نتاع لي زيبركاتيمي جوست معناها لا بروميير ديابو باش نرجع مادام كان تحب جو نسكر البارتاج وعاود هيك شنو باش نعمل انتوما تاع شنو تشوف؟ توا قاعدين نشوفوا في الديابو تاع بلان. ايوا تاو قاعدين يتعداو لي بلاكا؟ يمكن فما بتي ديكالاج. توا فين انتوما؟ شنو تشوف توا؟ ديابو بلان. زير في البلان. باش تكون حتى ان بروبليم دو كونيكسيون راهو. اي من الكونيكسيون خاطر توا تعديت كلينيك. ما لا مش كان انت لازم تجاوبني راه ما لازمش كان هي تجاوبني تنجم كونيكسيون تجيها من بعد راه ولا ديابو. باهي نقولك نعملوا نوليو خد باركورير نتوما ما تخرج لكمش الكل تولي. Madame, quand vous partagez le fichier, c'est mieux à la خاطر كي تبارطاجي l'écran تولي connexion خايبة ونشوفوا par décalage. لازمنا نجري من بعد.
Quand tu changes que le tir. شنو تشوفوا انتوما توا؟ La première diapo. توا سفيلة. Eh, ايوا انتوما توا كيفاش نطوريكم؟ استنى توا. غادي نمشي هكا. هي هذوما que je dois enlever attraction. Présentation, d'accord. Et présenter des peaux avec un contraste élevé. Madame, parce que les 3 points, je ne pas partager les vidéos. أبرك أبرك برشا. باهي شنو تشوفوا توا ياسمين؟ le cas clinique. باهي. Allez, on reprend, Mélanie. Donc, c'est un patient qui est âgé de 67 ans, qui a été ramené aux urgences pour des vomissements depuis une semaine. Il est hypertendu, sous l'opri, sous IEC. Il est dyslipidémique sous atorvastatine, cholécystectomie, tabac, pas d'alcool et ancien prof, actif. Donc, à l'interrogatoire de sa fille, le patient avait des vomissements depuis une semaine qui n'étaient pas rythmés par l'alimentation, de fréquence croissante, qui sont devenues incoercibles les dernières heures. Il n'avait pas de douleur abdominale. Il se plaignait de syndrome polyuropolydipsique depuis un mois, avec des glycémies au doigt correctes. Il avait une asthénie et un amaigrissement de 7 kg les 4 derniers mois. Il avait des douleurs osseuses de l'épaule droite et des 2 cuisses d'allure mixte. Pas de fièvre. Et sa fille rapportait qu'il avait aussi quelques épisodes d'obnubulation. À l'examen physique, Glasgow 15 sur 15, apyrétique, tension 13,8, fréquence cardiaque à 106, fréquence respiratoire 22 cycles, saturation à 98, des cernes oculaires, des plis cutanés pâteux, une langue humide, c'est quoi? C'est quoi? Déshydratation de quel type? Extracellulaire. Extracellulaire, allez, je me chantera. La langue est humide. Pour l'intracellulaire, c'est une sécheresse des muqueuses au premier plan. Il avait des conjonctives pâles, pas d'ictère, l'auscultation cardiaque, une tachycardie, l'auscultation pulmonaire, il n'y avait pas de râle, il n'y avait rien de particulier. L'abdomen était ballonné, tympanique, pas de sensibilité à la palpation. Il n'avait pas d'hépatosplénomégalie, pas d'adénopathie périphérique. Il n'y a pas de douleur osseuse exquise à la palpation. L'examen neurologique sans anomalie malgré les épisodes d'omnibulation. Et il n'avait pas d'œdème des membres inférieurs. À la biologie. À la biologie, il a une hémoglobine à 10,4. Mais vous interprétez une tout en parallèle, hein, rapidement. Il a une hémoglobine à 10,4. Anémie. VGM 70. نحب نسمع حتى en ligne نحب نسمعكم. VGM à 70. Microcytaire. TCMH à 23. Hippocrate. Les blancs à 14 200. Faire leucocytose. Les plaquettes à 464 000. Thrombocytose. C'est une légère thrombocytose, oui. Une VS à 110. Accéléré.
vais accélérer, très bien. L'hérétique à 90 000. Plutôt A régénératif. B, pour le bilan qui a été fait en urgence, le bilan hépatique montre ALAT 14, AZAT 20, BD, BT, B, tout normal. Bilan hépatique normal. L'hypasémie normale qui a été demandée pour les douleurs abdominales. Le bilan hépatique est demandé pour des vomissements en douleurs abdominales. On peut penser à une LV symptomatique, une cholécystite, une angiocolite. Donc, l'hypasémie normale, c'est pour éliminer une pancréatite. L'albuminémie était à 33. La glycémie était à 6,2. L'urée à 12. Créate à 145. On a calculé la clairance. Et elle est revenue à 43 millilitres par minute. C'est quoi? Suffisance rénale d'allure fonctionnelle. Ionogramme correct. La calcémie à 2,85. Augmenté. Comment vous la classez? Tu dois la corriger par rapport à l'albuminémie. Le CG est rythme régulier sinusal à 98. Il n'y avait pas de trouble du rythme, ni de la conduction, ni de la repolarisation. Et on a calculé l'espace QT qui était à 420 millisecondes, qui était normal par rapport au genre et au l'âge. Donc, au total, c'est un patient âgé de 67 ans, aux antécédents d'HTA dyslipidémie sous IEC et statine, cholécystectomisé, tabagique. Il présente une altération de l'état général, un syndrome polyuropolydipsique, des douleurs osseuses désolantes, des vomissements et une obnubulation qui remontait le tout à 4 mois. Toutes les premières manifestations sont apparues 4 mois auparavant. À l'examen, une déshydratation extracellulaire, une pâleur et sans syndrome tumoral. À la biologie, une hypercalcémie importante, une anémie hypochromicrositaire régénérative et une insuffisance rénale d'allure fonctionnelle. Vous avez une orientation étiologique l'année? Mais si je connais, tu vois qu'une suspicion. Ça peut être des métastases osseuses. Ça peut être un myélome. Et un adénome parathyroïdien, les hauts chimchi le kakthar, malin plus que bénin. Donc, pour les hypercalcémies, c'est un problème qui est fréquent. L'incidence est estimée à 500 cas par million d'habitants par an. Il faut bien distinguer les vraies et des fausses hypercalcémies. L'expression clinique, le tableau clinique, il est très variable. Le tableau clinique, il dépend et du niveau de l'hypercalcémie et de sa rapidité d'installation. Le diagnostic, il est biologique. On parle d'hypercalcémie à partir de 2,6 millimoles par litre. Donc, pour le dosage du calcium total, c'est le calcium ionisé plus le calcium complexé aux anions plus le calcium qui est lié aux protéines. C'est pourquoi on l'adapte selon l'albuminémie. Il faut éliminer les fausses hypercalcémies. Fausse hypercalcémie, c'est-à-dire lorsqu'il y a une hyperprotidémie, en cas d'hypoconcentration et déshydratation extracellulaire, en cas d'hyperprotidémie, en cas d'acidose, parce qu'il y aura une augmentation du calcium ionisé donc, et une diminution de la fraction qui est liée à l'albumine. Donc, s'il y a une hyperalbuminémie, c'est en cas surtout de déshydratation extracellulaire, il y aura un transfert d'une partie du calcium qui est lié à l'albumine qui sera transférée dans le sang. Donc, il y aura une augmentation du calcium total. Calcul de la calcémie corrigée, c'est une formule à apprendre par cœur. Moi, je connais l'examen pour la pratique courante et on le calcule presque chaque jour. D'accord? Et retenez cette formule. Moi, je la formule en fonction de la protidémie. Donc, calcémie corrigée, c'est la calcémie mesurée plus 0,02 fois 40 moins l'albumine. C'est une formule à connaître par cœur. Allez, on n'aime pas l'autre formule qui tient compte de la protidémie tout court parce que parfois, surtout en cas de profil inflammatoire, il y aura une hypoalbuminémie et il y aura une hypergamma.
Donc, l'albuminémie, elle peut être à 35 et des gamma à 90. C'est l'hypergamma qui fausse. Là, c'est une hypogamma. Donc, je trouve des protides qui sont bas. Et il y avait une hypoalbuminémie, mais il y a une hypogamma qui est encore plus profonde. Donc, on préfère avoir une formule en fonction de l'albuminémie. C'est la formule la plus correcte. Le calcium, il s'associe à l'albumine et à la globine, et non pas les protides tout court. Donc, si nous revenons à notre patient, donc pour la calcémie corrigée, il avait une calcémie mesurée à 2,9 plus 0,02 fois 40 moins l'albumine. La calcémie corrigée est à 3,03. Donc, on est passé d'une calcémie qui était classée modérée à une calcémie importante. Modérée, entre 2,6 ou 3. Un petit rappel donc physiologique, le calcium, c'est l'électrolyte qui est quantitativement le plus important et il a plusieurs rôles. Le rôle structural, il va former l'os, l'intégrité des membranes, l'activité neuromusculaire, la régulation des glandes endocrines et exocrines, la coagulation, l'activité du système complément. Donc, il a un rôle multifonctionnel. Quelles sont les 3 hormones régulatrices? Comme vous êtes en ligne. Présentiel جاوبوني راهو. هاي ريهام. هاي أنيس. Parathormone, vitamine D. Et la 3e? La calcitonine. La calcitonine, très bien. Quels sont les 3 sites de régulation? Les 3 organes, les 3 sites de régulation de la calcémie. En ligne. Donc, l'os, le digestif et le rein. Très bien. L'os, le digestif et le rein. Donc, 3 hormones, PTH, calcitonine, vitamine D. 3 organes, l'intestin, le rein et l'os. Pour la PTH, quelle serait l'action de la PTH sur le calcium? Au niveau de l'intestin, elle va augmenter l'absorption du calcium de façon indirecte en cédant à la vitamine D. Hein. Au niveau du rein, la PTH, elle va augmenter la réabsorption du calcium au niveau du tube contourné distal. Elle va augmenter la synthèse du 1,25 dihydroxyvitamine D et elle va diminuer la réabsorption des phosphates. Au niveau de l'os, la PTH va augmenter la résorption, augmente la libération du calcium dans le sang. Très bien. Pour la vitamine D, au niveau de l'intestin, elle va augmenter l'absorption du calcium et du phosphore. Au niveau du rein, elle va augmenter la réabsorption du calcium en synergie avec la PTH. Donc, au niveau de l'intestin, la PTH, elle va agir via la vitamine D. Au niveau du rein, PTH et vitamine D vont travailler en synergie. Ils auront le même effet au niveau de l'intestin et au niveau du rein. Et au niveau du rein, la vitamine D va augmenter la réabsorption du phosphore. L'année, c'est le contraire de la PTH. Au niveau de l'os, la vitamine D donc, nécessite un apport de calcium pour la minéralisation de la matrice collagène. Donc, si la vitamine D est en excès, elle va, dans ce cas, augmenter la résorption osseuse de calcium. La calcitonine. Pour la calcitonine, donc c'est une hormone qui est sécrétée par les cellules C de la thyroïde. Donc, pour la calcitonine, au niveau de l'os, elle diminue la résorption ostéoclastique. Elle diminue la mobilisation du calcium. Au niveau du rein, elle diminue la réabsorption du calcium au niveau de l'anse contourné distal.
comme, au niveau comme la PTH. Et elle diminue la synthèse de la A25 d'hydroxyvitamine D. Au niveau de l'intestin, on n'a pas d'idée sur le rôle de la calcitonie. Un tableau récapitulatif. Rein, intestin, PTH, vitamine D, calcitonie. Vous aurez la présentation, Teams. Donc, un tableau récapitulatif de ce qu'on voit, de ce qu'on vient de voir. Hein. Je passe rapidement. Hein. Donc là, c'est pour le néphron et pour insister que la réabsorption, elle se fait essentiellement au niveau du tube contourné, donc qui est 50 à 60% au niveau du tube contourné proximal. Mais l'effet de la PTH, c'est-à-dire qu'on a le tube contourné distal, l'effet de la PTH au niveau du tube contourné distal. Et pour la réabsorption, les diurétiques thiazidiques, ils augmentent la réabsorption du calcium au niveau du tube contourné distal. Au niveau de l'anse de Henle, il y a les diurétiques de l'anse. Ils diminuent la réabsorption du calcium au niveau de l'anse, la branche ascendante et le tube contourné distal. Donc, de ce schéma, on retient que les diurétiques thiazidiques sont comme en ligne. Donc, les diurétiques de l'anse. Diurétique de l'anse. Diurétique de l'anse. Hypocalcémiant. Et les diurétiques thiazidiques, hypercalcémiants. Donc, pour le mécanisme, les thiazidiques, hypercalcémiants. Ouais. Donc, les mécanismes de l'hypercalcémie, c'est une dérégulation entre le flux entrant de calcium et le flux sortant. Le flux entrant par l'alimentation et le flux sortant par le digestif et par le rein. Donc, soit qu'il y a une augmentation de l'absorption digestive, par exemple excès en vitamine D, excès d'alimentation, surdosage thérapeutique, ou bien pour la résorption osseuse, elle peut être accrue, augmentée, par exemple par l'effet de la PTH, des hormones thyroïdiennes, des corticoïdes. En cas d'immobilisation, il y aura une augmentation de la libération du calcium de l'os. Ou bien une diminution de la libération de l'excrétion de calcium par les reins ou l'augmentation de la résorption du calcium par les reins. Par exemple, par les diurétiques thiazidiques. Concernant les manifestations cliniques, c'est clair, là, je une question, c'est clair? Concernant les manifestations cliniques, nous revenons à notre patient. Qu'est-ce qu'il avait comme manifestation clinique qui est orientée vers l'hypercalcémie, qui était en rapport avec l'hypercalcémie? Le syndrome polyuropolydipsique. Très bien. Douleur les douleurs osseuses, les vomissements, les douleurs osseuses, c'est plutôt en faveur de l'étiologie, les douleurs osseuses. L'altération de l'état général. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Essentiellement l'asthénie. Pour l'hypercalcémie ou bien l'amaigrissement par la déshydratation. La tachycardie, très bien. Les signes neurologiques, l'obnibulation, très bien. Très bien. Donc, vomissement, l'asthénie. Donc, traité comme l'amaigrissement en douleur osseuse, c'est plutôt étiologique. Hein? L'obnibulation, très bien. Pour l'examen, la tachycardie, l'apnée. Pour les signes d'examen qui sont en faveur de qui sont en rapport avec l'hypercalcémie, 13,8. Hypertendu sous traitement. C'est pas une hypertension, petite hoche. La tachycardie. La langue humide en rapport avec une déshydratation extracellulaire. Ah, de la langue humide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déshydratation intracellulaire, mais il a des signes de déshydratation extracellulaire. Ouais, je 22 cycles. Légère polyplie. Ouais. C'est la déshydratation extracellulaire. Donc la tachycardie, la déshydratation,
l'abdomen, le ballonnement abdominal qui peut, au cours de l'hypercalcémie, arriver à un abdomen pseudo-chirurgical, des syndromes subocclusifs, en cas d'hypercalcémie. Okay. Donc, quels sont les signes cliniques d'une hypercalcémie? Dans 40% des cas, l'hypercalcémie est asymptomatique. Donc, elle serait de découverte fortuite sur un bilan qui est fait systématiquement. Donc, l'hypercalcémie symptomatique, les signes cliniques, ils sont très variables dans leur gravité et dans la présentation clinique. Ce qui diffère, qui m'en parlait tout à l'heure, la rapidité d'installation, l'importance de l'hypercalcémie et le terrain. C'est sur ces trois éléments qu'on aura le tableau et le degré de gravité, de sévérité du tableau, en fonction de la rapidité d'installation, en fonction du taux de l'hypercalcémie et du terrain, la fragilité du terrain. Donc parfois, l'hypercalcémie, elle est en second plan par rapport à la pathologie de base. Par exemple, une tumeur avec des métastases, le myélome, là où l'hypercalcémie fait le plus de sa gravité. Mais par exemple, dans une métastase, des métastases pulmonaires et métastases osseuses, donc une tumeur métastasée, peut-être que c'est l'atteinte pulmonaire avec l'hypoxie et l'infiltration pulmonaire qui serait plus grave que l'hypercalcémie en elle-même. Pour les signes cliniques, donc il y a les signes généraux, peut être un amaigrissement surtout avec une déshydratation extracellulaire, une asthénie, une fièvre. Pour les signes digestifs, essentiellement une anorexie, des nausées, des vomissements, parfois une constipation qui peut aller à un syndrome subocclusif et un tableau chirurgical, d'abdomen chirurgical. Les douleurs épigastriques peuvent être en rapport avec un ulcère gastrique ou même une pancréatite aiguë due à une hypercalcémie. Pour les manifestations cardiovasculaires qui font parfois la gravité du tableau, donc essentiellement les troubles du rythme qui peuvent être en cause d'une mort subite. Une HTA. Donc l'ECG est un des examens complémentaires clés à faire en urgence face à une hypercalcémie. Que peut montrer un ECG? Et bien souvent, c'est une question d'examen. Chaque fois, on fait des QCM, le raccourcissement plutôt, hein, le raccourcissement du segment ST. Des troubles du rythme, que ce soit supraventriculaire ou ventriculaire. En aigu, c'est plutôt les troubles ventriculaires. En chronique, c'est les troubles supraventriculaires. Donc la fibrillation auriculaire se voit surtout avec une hypercalcémie chronique. Mais les troubles ventriculaires, ils se voient dans les formes aiguës. Et tout le monde sait que la fibrillation ventriculaire, c'est un trouble du rythme le plus grave qui conduit à la mort subite. C'est la mort subite. Hein. Donc, pour le ventriculaire, l'extrasystole ventriculaire, la tachycardie ventriculaire, la fibrillation ventriculaire. Et pour le chronique, le BAV ou la fibrillation auriculaire. Donc, souvent, les troubles ECG, c'est une question d'examen. Pour les signes neuropsychiatriques, ça peut aller de simple céphalée, une asthénie physique, psychique, une faiblesse musculaire, une diminution des réflexes ostéotendineux, jusqu'à une confusion mentale, une somnolence, le coma et des agitations, des troubles dépressifs. Donc, kiff, les troubles neurologiques aussi, ils font la gravité du tableau d'une hypercalcémie. Les manifestations rénales. Comme chez notre patiente, il y a le syndrome polyuropolydipsique. C'est dû à une dysfonction tubulaire. Il peut aller à une insuffisance rénale. Et l'insuffisance rénale peut être multifactorielle. Il peut s'agir d'une insuffisance rénale fonctionnelle, avec une déshydratation. Il peut s'agir d'une insuffisance rénale obstructive, qui est due à un calcul. Ça peut être aussi une néphrose, une néphrocalcinose, par des dépôts calciques au niveau des néphrons, qui peut conduire à une insuffisance rénale chronique. Donc, l'insuffisance rénale est multifactorielle au cours d'une hypercalcémie. Hein. Donc, pour l'hypercalcémie chronique,
Il peut s'agir de lithiase calcique, de néphrocalcinose ou l'insuffisance rénale chronique obstructive. Pour les manifestations rhumatologiques, donc l'année les douleurs osseuses mawjoudines, mais là c'est plutôt les fractures pathologiques, les douleurs en elles-mêmes. La chondrocalcinose au niveau du quartier, c'est le dépôt de calcium au niveau du cartilage. Et pour les signes radiologiques, on peut avoir des opacités au niveau des fibrocartilages, des calcifications tendineuses ou ligamentaires. L'urgence, c'est l'hypercalcémie majeure. Qu'est-ce qu'elle peut montrer? On peut avoir une déshydratation. Donc, dans chaque manifestation, les attentes les plus graves. La déshydratation, l'insuffisance rénale fonctionnelle, la fièvre, l'obnubulation, l'agitation, des convulsions, le coma, des douleurs abdominales pseudo-chirurgicales, les vomissements, l'ulcère, les pancréatites, les troubles du rythme cardiaque. Donc, dans tout ce qu'on a vu, les manifestations les plus graves peuvent se voir dans l'hypercalcémie majeure. Pour les signes biologiques, l'hypercalcémie elle est généralement supérieure à 3,5 avec les signes de déshydratation, l'insuffisance rénale fonctionnelle, l'hypocalémie, l'hypochlorémie. Donc, vous avez dans votre cours la répartition modérée, donc entre 2,6 et 3, c'est l'hypercalcémie modérée, entre 3 et 3,5, c'est l'hypercalcémie importante, et plus que 3,5, c'est l'hypercalcémie sévère. موجودة في الكور نتاعكم. شو يعني من الكور نتاعكم شوفوهم ما لا في الكور دو ريزيدانا ما لا الكور دو ريزيدانا خاطر عندي cette classification c'est la dernière classification mais peut-être c'est le cours de résidana باش نزيد نثبت لكم فيها ونختاروا الصحيحة d'accord الريزيدانا صح pour l'enquête étiologique. Donc là, on a mis en évidence l'hypercalcémie. Pour l'enquête étiologique, mais ce n'est pas l'ordre de la prise en charge. Pour la prise en charge, on a détecté une hypercalcémie, on traite et après on cherche l'étiologie. D'accord? Mais regarde juste les objectifs. Donc, pour l'enquête étiologique, on a un patient de 67 ans, hypertendu, altération de l'état général, syndrome polyuropolydipsique, douleur osseuse, déshydratation. Vous avez dit que vous suspectez essentiellement le myélome, les métastases, donc les causes néoplasiques et l'hyperparathyroïdie, et qui sont les deux causes les plus fréquentes d'une hypercalcémie. Très bien. Donc, pour l'enquête étiologique, bien sûr, une anamnèse. L'anamnèse doit être policière. La recherche de tous les médicaments qu'il prend et qu'il prenait, les antécédents familiaux, personnels, les autres signes généraux, l'examen physique complet systématique et réaliser les examens complémentaires selon les suspicions. Les principales étiologies, donc, les étiologies en rapport avec l'augmentation de la PTH et essentiellement l'hyperparathyroïdie. Donc, pour l'hyperparathyroïdie, il y a l'hyperparathyroïdie primitive, secondaire et tertiaire. Pour la primitive, donc, elle se voit dans 30 cas pour 100 000 personnes, plus fréquente chez les femmes. Pour les manifestations cliniques, donc, c'est les manifestations essentiellement d'une hypercalcémie. Donc, sur le plan biologique, donc c'est les manifestations de l'augmentation de la PTH, donc c'est l'hypercalcémie, l'hypercalciurie. Et on trouvera dans 90% des cas une augmentation de la PTH. Sur le plan osseux, l'hyperparathyroïdie peut se compliquer de douleurs osseuses mécaniques, des fractures osseuses spontanées, pathologiques, des tumeurs osseuses lithiques qu'on appelle des tumeurs brunes. Les tumeurs brunes, c'est des tumeurs d'hyperparathyroïdie. Les tumeurs brunes. Tu vois avec la géode, l'énorme géode ovalaire. Tu vois, c'est une tumeur brune. Hein? Donc, sinon, voilà, la maxillaire, c'est la mâchoire. Hein? Donc, ou bien une érosion des houppes. On a les têtes des phalanges distales.
Pour les manifestations extra-osseuses des hyperparathyroïdies, on peut avoir les lithiases rénales bilatérales. C'est surtout les complications des hypercalcémies chroniques. D'accord? Donc, les lithiases rénales bilatérales, la néphrocalcinose, l'ulcère gastro-duodénal avec une hyperpara qui nous fait évoquer quoi? S'il y a des ulcères gastro-duodénaux, une pancréatite avec une hyperpara, ça fait évoquer quel diagnostic, quel syndrome? Les laits, ce n'est pas les buveurs de lait. Hyperparathyroïdie et des ulcères multiples. Le Zollinger-Ellison qui donne des ulcères multiples. Et en association avec le PTH, avec l'hyperpara, ça rentre dans quel cadre? Comme en ligne. Les NEM, les neuroendocrinopathies multiples. NEM 1 ou NEM 2. La chondrocalcine. B. Donc, pour les hyperparas, donc pour l'hyperpara primitive, il y a 3 causes. L'adénome parathyroïdien, l'hyperplasie parathyroïdienne, l'augmentation de la tête, et le carcinome parathyroïdien, qui est le plus méchant et le moins fréquent, le carcinome. Pour l'adénome parathyroïdien, l'adénome peut siéger dans une seule glande, dans 2 glandes, dans les 4 glandes, et il peut être ectopique. Il ne siège pas au niveau des glandes parathyroïdiennes. Par exemple, basie cervicale ou la thoracique. D'accord? Hypercalcémie, hypercalciurie, hypophosphorémie et hypophosphaturie. Donc, pour l'adénome parathyroïdien, il peut rentrer dans le cadre d'un NEM1 ou d'un NEM2 lorsqu'il s'associe à d'autres endocrinopathies. Le NEM1, il associe hyperparathyroïdie, les tumeurs hypophysaires, les tumeurs du pancréas. Les tumeurs du pancréas, ils vont sécréter la gastrine, ils vont être en cause des ulcères multiples Zollinger-Ellison. Tumeurs du pancréas et les ulcères multiples Zollinger-Ellison. C'est le NEM1. Le NEM2, le carcinome médulaire de la thyroïde avec l'hyperpara et le phéochromocytome. C'est le NEM2. Sinon, l'hyperplasie et le carcinome. Et donc, les 3 à cause d'une hyperpara primaire. Comment mettre en évidence l'adénome de l'hypophyse? Donc, ça peut se faire par l'échographie cervicale. L'échographie, elle va visualiser la thyroïde et les glandes, mais surtout la scintigraphie qui va nous aider pour les formes ectopiques. C'est le MIB qui va se fixer sur les cellules parathyroïdiennes. Donc, s'il y aura une fixation ailleurs, on va voir qu'il s'agit d'une glande parathyroïde. Le scanner cervical aussi en coupe fine, c'est une glande de petite taille. Et l'IRM cervical aussi peut aider dans les formes ectopiques. L'hyperpara tertiaire, ça se voit surtout en cas d'insuffisance rénale chronique prolongée. Donc, il va se compliquer d'une hyperparathyroïdie, d'une hyperplasie des parathyroïdes. Sinon, l'hypercalcémie, hypocalciurie familiale. C'est une situation aussi qui peut s'associer à une augmentation de la PTH. Donc là, c'est des cas familiaux d'hypercalcémie. Et l'hypocalciurie, elle est plus fréquente que l'hypercalcémie. Dans la famille, il a une hypercalcémie, mais si on fait une enquête, on peut détecter les hypocalciuries. Ils ne font pas d'hypercalcémie, les autres membres, par exemple. C'est une maladie, c'est une mutation. Donc, dans cette hypercalcémie, il y aura une augmentation de la résorption. C'est une hyperparathyroïdie. Il y aura une augmentation de la résorption du calcium au niveau rénal, la réabsorption du calcium au niveau rénal. Donc, il n'y aura pas d'élimination du calcium dans les urines. Donc, sinon, je passe aux causes néoplasiques. Dans les causes néoplasiques, il y a essentiellement les métastases osseuses, et qui sont les tumeurs ostéophiles, prostate, sein, thyroïde, rein, poumon.
الفيسي ماهيش السيوفيل ماهيش pas. Donc sein, rein, poumon, thyroïde, prostate. Le mélanome, il peut donner. Ou le digestif, il peut donner des métastases osseuses. Mais essentiellement, c'est ces 5 tumeurs qui sont les plus pourvoyeuses de métastases osseuses, qui se compliquent le plus de métastases osseuses. En cas de métastases osseuses, on cherche ces 5 tumeurs au premier lieu. D'accord? Si ce n'est pas une métastase osseuse, le myélome. Le myélome, c'est une cause fréquente d'hypercalcémie et qui est souvent révélée par une hypercalcémie. D'accord? Les hémopathies malignes, lymphome hodgkinien, non-hodgkinien et les leucémies aussi peuvent se compliquer d'hypercalcémie. La sécrétion ectopique de PTH. Là, c'est sécrété par des tumeurs, surtout des carcinomes, et qui vont sécréter la PTH. Donc, c'est une sécrétion de la vraie PTH, ce n'est pas la PTH-RP. Hein. De la vraie PTH par des cellules carcinoïdes. Et c'est surtout les carcinomes pulmonaires ovariens. C'est une sécrétion ectopique de PTH, c'est une tumeur qui sécrète la PTH. Sinon, la PTH-RP, elle peut être secondaire à d'autres néoplasies, surtout les hémopathies, les tumeurs solides. Donc, l'hypercalcémie humorale, c'est l'hypercalcémie humorale. Ça rentre dans le cadre des syndromes paranéoplasiques. Donc, c'est une tumeur tumeur maligne qui va sécréter la PTH-RP, le leasing peptide. Donc, c'est quoi? C'est une hormone, c'est des tumeurs qui vont sécréter une hormone qui ressemble à la PTH, qui va se fixer sur les récepteurs de la PTH. Et en se fixant sur les récepteurs de la PTH, ça va agir et ça va donner les mêmes effets et la même action. Le cancer du poumon, l'œsophage, l'utérus, le mélanome et le rein, la vessie et l'ovaire. Donc, la PTH-RP, c'est une forme prolongée de PTH et, comme je vous viens de dire, ça se lie sur le récepteur de la PTH. Donc, les hyperparathyroïdies, les hyperparas, augmentation de la PTH, les causes néoplasiques, les métastases, le myélome, la sécrétion ectopique de PTH et la sécrétion de PTH-RP, puis les granulomateuses. Les granulomateuses, c'est la formation de granulomes qui vont se situer n'importe où dans le corps. Et les granulomateuses systémiques, ça peut être une maladie inflammatoire comme la sarcoïdose, ça peut être infectieux comme la tuberculose, voilà la lèpre, ça peut être aussi médicamenteux, ça peut être auto-immun, la CBP, la cirrhose biliaire primitive, voilà la vascularité en cale Wegener, c'est une granulomateuse. Donc en cas de formation de granulome, il y aura plus de macrophages. Et ces macrophages, ils vont augmenter l'hydroxylation de la vitamine D. Donc, par l'augmentation de l'hydroxylation de la vitamine D, il y aura l'augmentation de il y aura cette hypercalcémie. D'accord? Oui? Sinon, les causes médicamenteuses, c'est pourquoi on a dit que par l'interrogatoire, on doit fouiller toutes les prises médicamenteuses. Je comprends que comme médicament, il peut donner une hypercalcémie. Les causes médicamenteuses, c'est toujours une question d'examen. Les médicaments pourvoyeurs d'hypercalcémie. Les diurétiques thiazidiques, le lithium, la vitamine D en excès, le calcium, la prise de calcium en excès et la vitamine A, les rétinoïdes. Très bien, très bien. Donc là, j'ai repris le schéma pour montrer que les diurétiques thiazidiques, ils donnent une hypercalcémie et les diurétiques de Lens, on les utilise dans le traitement des hypercalcémies. Le syndrome de beurre du lait, il reste un diagnostic d'élimination. L'année, c'est l'excès d'apport. C'est la consommation plus que 4 litres de lait. L'immobilisation prolongée, ça va augmenter la résorption de l'os, donc la libération de l'os, du calcium de l'os. Les causes endocriniennes autres que l'augmentation de la PTH, l'hyperpara, l'hyperthyroïdie, les NEM,
l'insuffisance surrénalienne, le FEO, l'acromégalie, mais c'est des causes rares d'hypercalcémie. Hein. Mais là, c'est un schéma, c'est pour dire que devant une hypercalcémie, première chose à faire, c'est doser la PTH. Si la PTH est augmentée, on est face aux causes d'hyperparathyroïdie. L'adénome, l'hyperplasie, le carcinome, l'hypercalcémie hypocalciurie familiale, l'hyperparatertiaire. Si la PTH elle est normale, on va chercher les autres causes, les causes néoplasiques, l'immobilisation, les granulomatoses, les autres étiologies. D'accord? Mais si je reviens à notre cas clinique, donc il avait l'anémie, l'AVS accéléré, l'insuffisance rénale, et voici son EPP. Donc il a un pic gamma monoclonal qui est en faveur d'un myélome. Je trouve l'albumine à 33, donc c'est une anémie qui n'est pas. Je trouve les protéines autour, عندهم mieux 130 de protéines autour. Donc là, on a mal tout la correction de la calcémie par les protéines autour. Ça va une hypocalcémie. Sauf que la correction, ça se fait plutôt avec l'albuminémie. Voici sa radio du crâne. Donc, c'est des lésions à l'emporte-pièce qui sont évocateurs aussi, évocatrices de myélome multiple. On a complété par le myélogramme, on a trouvé 21% de plasmocytes dystrophiques. Pour le myélome, c'est des plasmocytes dystrophiques. Hein. Parfois, on a des plasmocytoses réactionnelles à des infections ou autre chose. On a complété par l'immunoélectrophorèse, c'était des chaînes kappa. Donc, c'est un myélome multiple SAT3A. Prise en charge thérapeutique. Hein? Donc, le traitement, avant l'enquête étiologique. Hein? Donc, on commence par une hydratation, une hyperhydratation, par du sérum physiologique. Juste bas de l'hyperhydratation. L'hyperhydratation, l'hyperhydratation, on peut lui associer diurétique de Lens. Chose de ça. J'hyperhydrate et je donne des diurétiques de Lens, c'est la diurèse forcée. Ça m'a diurèse forcée. Et si tu hydrates, ou t'as un diurétique, donc là, tu vas accélérer la diurèse. Donc, exemple, tu as le sang vésical ou tu vas surveiller aussi la diurèse. Hein? Tu risqueras de la surcharge avec un métatique suffisamment de diurétique. Tout seul, 3-6 litres d'hydratation. D'accord? B, donc la diurèse forcée, donc il faut normaliser le calcium, il faut prévenir les complications d'hypercalcémie et traiter l'étiologie. Donc, donc c'est monitorer le patient pour détecter s'il fasse des troubles cardiaques, surtout neurologiques, et arrêter tous les médicaments hypercalcémiants. L'hydratation en 3 à 6 litres, les diurétiques de Lens, c'est le Lasix, furosémide. B, les biphosphonates. Les biphosphonates, donc tout le calcitonine aqbal, c'est logique. علاش الكالسيتونين قبل على خاطر l'effet est rapide dès la 4e heure. L'effet est rapide de la calcitonine. شنو المشكل مع الكالسيتونين؟ La tolérance n'est pas vraiment, c'est juste ce site d'injection. شنو المشكل مع الكالسيتونين؟ C'est un traitement qui est efficace en urgence. L'effet rebond. Il y a le problème de l'effet rebond. C'est-à-dire, le 2e ou le 3e jour, la calcémie va augmenter. ما نجمش نقعد نعطيها plusieurs fois. فهمتوا؟ Donc, المشكلة الأخرى اللي هي la disponibilité. Donc, diurèse. S'il n'y a pas de réponse 6 à 8 heures après la diurèse forcée, calcitonine pour baisser rapidement l'hypercalcémie et donner rapidement le biphosphonate. Je sais le biphosphonate. L'effet retardé, axe le calcitonine. L'effet est retardé. Au champ le biphosphonate, l'effet est prolongé. Il arrive jusqu'à 40 jours. C'est clair? Donc, surtout, feu tumoral, c'est l'efficacité pour les biphosphonates. Il y a toujours la libération des cellules. Et surtout pour donner le temps pour l'enquête étiologique. D'accord,
Donc, on y va, la calcitonine. Enfin, des traitements fait la chimiothérapie pour les anticancéreuses. Sinon, donc, le phénomène d'échappement, le calcitonine, le phénomène du voilà, le rebond, phénomène d'échappement. B. Sinon, les corticoïdes aussi. Les corticoïdes, ça se donne et pour les tumeurs et pour les granulomateuses. Les granulomes, on peut donner des corticoïdes pour arrêter cet effet d'hyperstimulation de l'alpha-hydroxylase. Les corticoïdes, ils ont un effet. Ou parmi les effets indésirables des corticoïdes de long cours, c'est l'ostéoporose et l'hypocalcémie. C'est pourquoi, avec une corticothérapie, on doit supplémenter une supplémentation en vitamino-calcique. L'hypercalcémie, c'est l'effet recherché, l'effet hypocalcémiant. Donc, on peut aussi traiter l'hypercalcémie par des corticoïdes. Mais ce n'est pas un effet aussi spectaculaire que la calcitonine et les biphosphonates. Mouche corticoïde, point. Sinon, on fait les formes graves ou l'hypercalcémie majeure, c'est la dialyse, l'épuration extra-rénale, c'est la dialyse, pour éliminer le calcium en excès. Puis le traitement étiologique, fait l'hyperpara, la chirurgie, fait les tumeurs, la chimiothérapie. La cour d'eau, c'est bon. On met des questions. Voilà. Elle va stimuler les sécrétions de calcium. C'est un médicament qui va surtout à l'os. Fait l'os ou fait le rein. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, Jamera? Non, merci. C'est bon, c'est clair. Tu vois, il y a à 50 minutes. Je vais faire des questions. Mais c'est des questions. C'est clair? Oui, très bien.